Donc, eh bien, je suis né le 30 août 1931 à 2h du matin à Caen, le 8e d'une famille qui après ça en comptera 12. Donc des naissances très rapprochées, ce qui explique sans doute en partie, à mon avis, si tu veux, le côté très soudé, parce qu'on a tout le temps été très maillés les uns aux autres. Voilà mon frère Jo, voilà ma sœur Marie-Madeleine, Monique qui est morte la première, 18 ans, Marie-Madeleine, 28 ans, tu vois, mes parents. Et Michel, et là, c'est moi, et Michel qui est ici. Qui est là, ouais. Donc les Allemands étaient là. Les Allemands étaient là, alors là-dessus c'était la panique, il ne faut pas sortir, on ne bouge pas, etc. Aucun enfant dans la rue, danger maximal, tu vois, il y avait une espèce de terreur, ce qui pouvait se passer. Donc ça marque énormément quand t'es gamin, tu vois. Bon, moi en 40, donc j'avais 9 ans. Et il y a papa et maman qui appellent Marie-Mad, Michel, descendez. On descend, et en passant sur le palier du premier étage, Marie-Madeleine était avant moi, si tu veux, donc elle m'a protégé, et elle ramasse un éclat qui lui rentre dans le sein gauche, et un autre qui lui rentre dans la tempe droite, tu vois. Et alors là, pour moi, c'est très important, ce 13 avril 1943, si tu veux, parce que tout d'un coup, j'ai senti que nous, on était vulnérables, tu vois, notre famille. Alors que l'idéologie dans laquelle on était façonné, tu vois, par mes parents, très catholiques pratiquants, on allait au catéchisme, on allait à la messe tous les dimanches, on faisait la prière au pied du lit tous les soirs, etc., tu vois. Donc, on était des protégés de Dieu, tu vois. Marie-Madeleine est blessée. Qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, Dieu n'est plus tout à fait fiable. Voilà les Allemands qui arrivent. Et ils enferment tout le monde dans la cave. Là, nous voilà dans la cave, tu vois. Et on a passé 8 jours dans la cave. Dans la cave, on mangeait, on dormait, on faisait nos besoins, tout comme ça, tu vois, dans une promiscuité phénoménale. Tu vois où on était. Et voilà, 70 ans après, c'est là qu'était hébergée toute ma famille. Au petit matin, 2-3 heures du matin, il y a un jeune SS qui est apparu et qui nous a dit qu'il fallait s'en aller. C'est là qu'il a dit à mon père, monsieur, tout le monde partir tout de suite, à la guerre comme à la guerre, tout le monde partir ou je tire. Et quand on arrive là en haut de cette espèce de dôme, là, comme ça, on aperçoit toute la ville en flammes et tout ça, c'était complètement incroyable. Un an après l'invasion allemande, on a commencé à avoir faim à la maison. Ça explique en partie pourquoi, dans cette fratrie de 12, on s'est retrouvé à 8 tuberculeux. Michel, comme moi, on a été à notre tour touchés par la tuberculose. Comme il était lycéen et moi aussi, on nous a envoyés au sanatorium des lycéens à Neufmoutier-en-Brie. C'était l'époque où les jeunes étaient influencés soit par la religion catholique, soit par le communisme. Et au Sana, il y avait la cellule communiste. Et je crois que Michel, comme moi, la liberté du débat, les échanges d'idées, l'ouverture d'esprit, on en avait le temps, c'est au Sana qu'on a appris ça. Très vite, très tôt, j'ai perdu une certaine innocence, tu vois, où on peut regarder le monde comme ça, sans s'inquiéter, tu vois. J'ai senti que le monde dans lequel j'étais était un monde plein de menaces. Ok.
On en était resté, on va reprendre un peu On était resté à 54, c'est 54, ça? Voilà, tu parlais de 54 et il y avait 2 événements majeurs en 54. Enfin non, 3. 3. Ouais. La condamnation par Rome des prêtres ouvriers. Janvier 1954. Au beau milieu d'un hiver particulièrement rigoureux, les foudres du Vatican s'abattent sur une petite centaine d'hommes, des prêtres qui avaient choisi de se faire ouvriers pour porter le message évangélique aux plus défavorisés. Il y a eu le décès de ma sœur Marie-Madeleine, donc après avoir traîné dans la maladie, la tuberculose, pendant à peu près 15 ans, quoi. L'appel de l'abbé Pierre, en disant, bon, il y a des gens qui meurent, etc., et tout le truc. On ne peut pas rester sans rien faire. Et alors là, à ce moment-là, bon, ben, je vais mettre en scène une autre personne, hein, celle qui était ma chérie, Monique, que je fréquentais à ce moment-là. On se baladait sur son scooter, puis quand on apercevait une cabane en planche, tôle et tout ça, on s'approchait, il y a quelqu'un, etc. Donc il y avait souvent une maman qui sortait, et puis, bon, comment ça va? Vous avez du chauffage, vous avez à manger. Elle a joué un très grand rôle dans mon itinéraire parce que à un moment donné, on faisait une balade sur le bord de la mer, là, comme ça. Elle me dit, Michel, t'es trop mobilisé par tout. Tu veux changer le monde, tu veux changer la religion, tu veux changer l'Église, mais il n'y a pas beaucoup de place pour nous deux là-dedans. Alors là, moi, je me suis effondré, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas conscient, moi, de ça, hein, que j'étais à ce point-là pris par ce besoin d'agir. Et puis, c'est quand même comme ça que l'idée m'est venue en me disant, ben, tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment t'orienter, tout le truc. Après tout, pourquoi pas aller rejoindre les prêtres ouvriers? Les dominicains, ça me plaisait bien parce que justement, j'avais besoin de réfléchir et tout le truc, et d'aller aux sources, tu vois. Et que les dominicains, quand j'étais rentré, j'avais posé la question, j'avais dit, est-ce que j'aurais le droit de tout lire? On dit, oui, tout lire et tout ça, hein. Est-ce que je pourrais lire Marx? Et alors son supérieur l'a très mal pris, enfin, en disant, mais enfin, cette question m'injurie. Il est évident que vous pourrez lire Marx. Il est évident qu'il faut aller aux auteurs. Je découvrais des continents, moi, intellectuels que j'avais jamais soupçonnés. Aristote d'abord. J'ai moins collé avec Platon. Saint-Augustin, Thomas d'Aquin. Quand on se lance dans la vie intellectuelle et tout ça, c'est un monde merveilleux. Parmi les trucs les plus durs, si tu veux, qu'il y a eu, si tu veux, c'était l'inflation autour des pratiques religieuses, tu vois, et des bénédictions, des machins, des trucs, etc., tout le truc. Je me dis, bon, pas ça rime à quoi, tous ces trucs-là? Je dis, c'est avec ça qu'on a chloroformé toute l'Europe. En Allemagne, au moment où est monté le nazisme, si tu veux, hein, la pratique religieuse était à peu près 70 à 80% de la population fréquentait les lieux de culte catholiques ou protestants tous les dimanches. Et ils ont voté Hitler en masse. On ne peut pas dire, si on fait une lecture marxiste des évangiles, que Jésus est simplement le produit de la culture et du contexte de son temps, etc. Il est autre chose que ça. C'est un espèce d'ovni. Il est en rupture avec les héritages culturels. Il se situe dedans, il dialogue avec, en même temps il marque des ruptures. Puisque toute une série de codes admis dans cette culture-là, il les récuse. Il parle avec les femmes, sans demander l'autorisation du mari ou du père, hein. D'autre part, c'était sa position par rapport à la synagogue. Dans les évangiles, il y a pratiquement pas de traces qui fréquentent vraiment la synagogue. Il y va une fois de temps en temps, c'est pour prendre la parole, et quand il y prend la parole, c'est tout d'un coup pour brouiller le paysage culturel, en disant « on vous a dit, mais moi je vous dis ». Ah bon ?
première préoccupation, c'est d'approvisionner les lieux de culte en prêtres institués pour pouvoir célébrer à l'intérieur de ces lieux de culte. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup d'endroits, c'est le cas ici à LM par exemple, à peu près 4% de la population. Alors qu'est-ce que ça veut dire nommer un prêtre pour 4% de la population? Quel rapport ça a, un positionnement comme celui-là, par rapport à Jésus, hein, aller parmi toutes les nations, etc., et tout le truc, et donc, bah alors, non, là, c'est aller à l'ombre d'un clocher. Donc, ceux qui pensent comme moi, je les nomme, hein, pour qu'ils élisent celui qui me succédera à moi. Donc, ce sont des clones qui refabriquent des clones, etc. Tout le truc. Donc, t'as pas le droit de discuter, remise en question du célibat imposé à tout candidat à la prêtrise, interdiction de discuter de l'accès des femmes au ministère de prêtre, interdiction encore plus des femmes évêques ou un truc comme ça. Et des tas d'autres choses comme ça, tu vois. Donc il y a des tas d'interdits, des tas d'interdits. Le haut de la pyramide a décidé que, voilà, il est interdit de discuter de tout ça. Or, tous ces trucs-là, et quantité d'autres, si tu veux, ce sont les choses qui, effectivement, permettraient au christianisme de revenir à ses origines. Le prêtre ouvrier invente quelque chose. Il va non pas être à côté des ouvriers, ou être leur aumônier, mais il va devenir ouvrier lui-même. Il va connaître la même condition, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les conditions d'existence, les difficultés de logement, etc. Il va s'immerger complètement. Quand j'étais au couvent, le problème ne se posait pas parce que bon, on était très, très protégé, il n'y avait pas de femmes et tout le truc, rien du tout, c'était là uniquement entre des mecs, tu vois, très absorbé par tout le travail intellectuel qu'il y a à faire, et puis bon, toutes les prières qu'il y a à faire, etc. T'es tout le temps dans l'église en train de faire des prières, qui occupent énormément l'esprit et tout le truc, donc ta sexualité, elle passe tout à fait à l'arrière-plan, tu vois. Hein, tu sais même plus que t'as un zizi, etc. Tu vois, t'es complètement pris dans autre chose, tu vois. À l'époque, c'était plutôt le fait d'être sans famille, tu vois, Après, c'était le fait de vivre sans femme, etc. Tout le truc. Ça, c'était une vraie question. Mais au début, là, comme ça, c'était sans famille, parce que moi, j'avais vécu et je continuais de vivre de façon tellement forte, si tu veux, le lien familial, hein, que me retrouver comme ça sans lien familial, si tu veux, ça me paraissait, moi, pas possible. Je me dis, bon, ben, des papas, maman, frères, sœurs et tout ça, c'est magnifique, c'est très précieux et tout ça. Donc, je vivais très positivement la fratrie familiale, si tu veux. Et être sans fratrie, ça me paraissait impensable, si tu veux. Alors là-dessus, bon, je me disais, j'ai une autre fratrie à vivre, c'est la fratrie dominicaine, puisqu'on dit les frères dominicains. Tu vois. Du côté de ma mère, c'était très chaleureusement perçu, si tu veux. Je vais avoir un fils prêtre, etc. Donc elle était toute heureuse, toute fière et tout ça. Du côté de mon père, c'était presque la catastrophe aussi, parce que si c'est prêtre, c'est pour être prêtre ouvrier. Alors lui il dit, un prêtre c'est pas pour être ouvrier, un prêtre c'est pour être dans les églises, les paroisses, etc., aider les paroissiens et tout le truc. Hein. Alors c'est pas pour aller travailler dans les usines en bleu de travail. Donc lui il disait, bon, il a toujours pas la tête qui est remise d'aplomb, quoi. Grosso modo, c'était ça. Il me le disait pas brutalement, si tu veux, mais je comprenais que il trouvait ça très décevant. Hein. Et son truc c'était de me dire, explique-moi, pourquoi tu fais tant d'études, hein, si c'est pour te retrouver en bleu de travail dans une usine. Au moment où j'ai dû faire le pas pour accepter l'ordination, si tu veux, hein, là j'étais devant des questions angoissantes, tu vois, hein, en me disant, bon, je fais le pas ou je fais pas le pas.
Alors, ici, c'est la photo de Jacques Scrépel, celui qui a créé l'équipe du 118. C'est lui qui est venu ici le premier, en 1948. Alors ici, c'est Joseph Robert. Alors lui, il est d'origine sous-prolétarienne. Son père travaillait au laminoir du Creusot. Un travail extrêmement dur. Ils étaient une famille de 5 enfants. Ils vivaient tous dans une seule pièce. Lui, comme d'autres prêtres ouvriers issus aussi de la résistance et des camps de déportation, il a dit, moi, je ne vais pas aller vivre dans un couvent, je ne vais pas aller vivre dans un presbytère, je vais aller vivre au milieu des travailleurs. Je viens de vivre des années extraordinaires au milieu des gens d'une humanité phénoménale, hein. Donc je vais aller vivre avec eux. C'est comme ça qu'il est arrivé au 118. Jacques, lui, est un fils d'industriel. Enfant, il avait repéré les enfants malheureux qu'il y avait dans les rues de Roubaix. Et il avait interrogé, notamment le chauffeur qu'il conduisait à l'école, en disant comment ça se fait qu'il y a des enfants pauvres comme ça dans la rue. Et le chauffeur refusait de répondre. Tu poses la question à tes parents. Et ses parents ne répondent pas à la question. Alors il se dit comment ça se fait que personne ne veut répondre à ma question. Là, il en parle à une gouvernante qu'il y avait dans la maison. Puis la gouvernante, elle dit, tu sais, dans les usines de tes parents, il y a des parents qui ont des enfants comme ça. Alors lui, il dit, c'est pas possible. Moi, mes parents, c'est les meilleurs parents du monde. Or, dans les usines de ses parents, il y avait effectivement des ouvriers et des ouvrières qui étaient si mal payés qu'effectivement, ça fabriquait des enfants pauvres. Donc, il s'est dit, moi, je veux jamais être complice de ça. Donc, il est rentré chez les Dominicains pour échapper au destin de patron industriel qui lui était destiné. Il rentre chez les Dominicains, il fait le noviciat. Pendant son noviciat, son père meurt. Le conseil de famille se réunit et élit Jacques président du conseil d'administration du groupe industriel. Lui, il dit, moi je suis rentré chez les Dominicains, je veux rien avoir avec ça. Il refuse. Conseil de famille, refus. Finalement, le conseil de famille fait appel au provincial des Dominicains pour demander une dérogation en disant il n'y a que lui, autrement il met tout le groupe industriel dans la panade. Il interrompt à ce moment-là son noviciat pour prendre la direction du groupe industriel, ce qu'il fera pendant 3 ans. Et il a souvent raconté, il dit, pendant ces 3 ans-là, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais améliorer, j'ai réussi à la marge à améliorer quelque chose, mais la compétitivité du groupe industriel tient au niveau d'exploitation dans lequel on maintient la main-d'œuvre, et il y avait de survie pour l'entreprise qu'en continuant l'exploitation de la main-d'œuvre. Il dit, j'ai jamais voulu me faire complice de ça, donc le plus vite possible, j'ai démissionné de ma responsabilité, et après ça, j'ai dit, je serai prêtre ouvrier. Charles, fils unique d'une famille classe moyenne, il était devenu cadre à la Banque de France. Au STO, la découverte des qualités humaines d'ouvriers, il n'avait jamais fréquenté d'ouvriers, il avait toujours pensé que c'était des mal dégrossis, un peu des barbares, un peu des sauvages, quoi. Et puis il se dit, moi, dans tout le monde policé dans lequel j'ai été élevé, où la table est toujours bien mise et on met les couteaux d'un côté, les fourchettes de l'autre. On a quelquefois 2-3 verres devant son assiette, etc. Au fond de la mine, il n'y a pas rien du tout de ce décorum-là. Mais c'est la première fois de ma vie que je rencontrais des êtres humains qui m'ont donné le sentiment d'être eux, me dire eux vraiment ce sont des hommes, eux ce sont vraiment des êtres humains et des êtres fraternels en plus. Il dit ça a été pour moi un émerveillement. Et de là, il a dit, je vis ma vie avec des gens comme ça. Une des choses très importantes dans cette équipe, c'est leur intransigeance pour eux-mêmes à ne pas tricher. N'avoir rien dans cette maison, hormis les bouquins, que les voisins n'ont pas.
Donc quand les voisins n'avaient pas l'eau courante, pas l'eau courante, les copains n'avaient pas de water chez eux, pas de water chez eux, chez nous, de douche, pas de douche à la maison, tu vois. Hein. Chauffage dans les étages, pas de chauffage dans les étages parce que toutes les maisons autour, personne n'avait de chauffage dans les étages. N'accepter aucune ressource, hormis ça de ta paye. Hein. Les mêmes conditions de vie que notre environnement. Il y avait Jacques, il y avait Joseph, il y avait Charles, qui avaient déjà connu d'abord une longue expérience, et puis une longue expérience avec l'Église, surtout j'avais été arrêté. Puis il y avait Michel qui était plus jeune, mais c'était un ensemble qui était assez écrasant, mais assez écrasant parce que c'était des gens de valeur vraiment extraordinaires, qui avaient chacun un charisme, qui avaient chacun une chose, une façon de faire, avec les gens, qui avaient l'habitude, et puis c'était bon, j'ai jamais pu faire aussi bien qu'eux, mais qu'est-ce que tu veux, ça c'est pas. Mais j'ai quand même appris beaucoup. Donc moi j'ai pris l'embauche là. Bien sûr, il a fallu dès le départ que je déclare qui j'étais. C'est pour ça que j'étais allé dans une petite boîte là comme ça, parce que j'avais pas de carte de sécurité sociale. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bonhomme qui a 35 ans, qui se présente à l'embauche comme manœuvre, qui n'a pas de carte de sécurité sociale. Donc les hypothèses, bon, il sort de tôle, il s'est passé quelque chose, etc. Enfin, l'hypothèse la plus courante, c'était, bon, il a fait de la prison, c'est pour ça qu'il n'a pas de papier de travail, quoi. Alors comme c'était pas la bonne hypothèse, donc j'ai dit au patron, ben voilà, je suis prêtre, j'aimerais être prêtre ouvrier, donc je viens faire un essai, voir si ça me convient ou pas, etc. Oh bon. Qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, bah, je sais bricoler, etc. Ah, il dit, bon, bah, venez, on va voir, on va faire un essai, quoi. Voilà. Puis finalement, je suis resté presque 3 ans. Et j'ai beaucoup appris là, parce qu'il y avait un contremaître astucieux, qui était un ancien contremaître de l'usine de Fives, qui vite s'est rendu compte que bon, je savais me servir de mes mains, que j'apprenais vite, et donc il m'a appris à marcher sur les quelques machines qu'il y avait là, donc à utiliser une plieuse, à utiliser une rouleuse, à utiliser la machine à souder, enfin la soudure électrique par point. Il m'a appris à souder, il m'a appris toute une série de choses comme ça, à me servir d'une perceuse de grand format, il m'a appris à me servir d'un certain nombre de machines-outils. Donc j'ai beaucoup appris pendant les près de 3 ans où j'ai été dans cette boîte-là. Et donc, ce n'est qu'après 68 qu'il rentre chez Fauvé-Girel, et là, il aura toute sa carrière d'ouvrier et de syndicaliste chez Fauvé-Girel et dans le ferroviaire. Je retourne à mon poste de travail, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure après que je suis à mon poste de travail. Il y a mon contremaître qui vient me chercher. Hein. Perrette est demandé au bureau. Alors, moi, je fais pas le lien, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, un truc administratif ou un truc comme ça, tu vois. Hein. Puis j'arrive au bureau, donc je m'en vais, moi, où il y avait les pointeaux et tout ça, tu vois. Et puis, un pointeau qui me dit, c'est le directeur du personnel qui veut te voir. Hein. Alors, il m'introduit dans le bureau à côté, là, comme ça, qui est directeur du personnel. Monsieur Perret, je viens d'apprendre que vous seriez prêtre. Est-ce exact et tout ça? Alors, je lui dis oui, c'est exact. Hein. Alors, il dit, mais pourquoi vous nous avez caché ça à l'embauche? Je dis, j'ai rien caché du tout. Vous avez mis une publicité dans le journal
on cherche un soudeur P1, chaudronnier soudeur P1, sur essai professionnel. Je suis sur essai professionnel, vous m'avez dit, venez lundi matin, j'ai demandé si j'étais marié, si j'étais célibataire, si j'avais des femmes, enfants, on m'a rien demandé. Je savais par les copains prêtres ouvriers de mon équipe de l'EM, là, ici, si tu veux, que si mon identité de prêtre ouvrier était su, j'avais 99 chances sur 100 de ne pas être embauché. Parce que le patronat ne voulait pas de prêtre ouvrier, il disait des syndicalistes, on en a déjà suffisamment, on n'a pas besoin d'emmerdeurs, de rab, etc. Ça va être encore un révolutionnaire de plus ou un syndicaliste de plus, on n'a pas besoin de ces gens-là. Alors bon, je traverse le couloir, je m'en vais au bureau du directeur. Monsieur Perret, j'apprends que vous êtes prêtre, c'est une chance pour l'entreprise que d'avoir un prêtre dans l'entreprise, etc. Tout dysfonctionnement que vous pourrez observer dans l'usine, etc. Mon bureau vous est ouvert en permanence, vous venez quand vous voulez, je vous accueillerai volontiers, pour améliorer tout ce qui est à améliorer dans l'entreprise, je compte sur vous, etc. Moi je lui ai dit, écoutez, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis ici. J'ai vu qu'il y avait des panneaux syndicaux dans tous les ateliers où je suis passé. Il y a tous les dysfonctionnements de l'usine sont marqués avec l'intervention des délégués, dans quel sens ils sont intervenus. Donc je vois pas trop ce que vous pouvez ignorer comme dysfonctionnement. Alors il m'a dit, bon, vous le prenez comme vous voulez, etc. Mon bureau vous est ouvert. Puis j'ai tout de suite sorti au ton que ma réponse lui plaisait pas du tout. Donc le bruit avait circulé. Il y a un curé dans la tôle, tu vois, qui c'est ce style-là, on le connaît pas, tout le truc. Et celui qui me connaissait, il disait, c'est vrai, c'est lui, toi. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Alors il a pas de gosse à nourrir, il a pas de femme. Pourquoi qu'il est là? Ton patron, l'évêque et tout ça, il va plus de toi, t'as fait le con dans une paroisse, on t'a retiré ton église, on t'a retiré ton église. Ben non, j'avais pas d'église, j'en ai jamais eu, on m'a pas retiré d'église, tout truc. Ben alors tu fais pas la messe alors? Si, tu fais la messe. Ben alors, et d'où tu fais la messe? Dans quelle église tu fais la messe? J'ai eu un énorme questionnement, si tu veux, autour de la personne de Jésus. Qui c'est ce Jésus? Pourquoi tu te réclames de quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, ce gars-là, etc. Et tout le truc. Est-ce qu'il a seulement existé? Puis une fois qu'ils ont fait le tour de tous ces trucs-là, ils sont toujours devant la question, mais pourquoi qu'il est là? Je connaissais très bien le dossier de l'industrie ferroviaire parce que c'était justement le point fort qu'on avait au point de vue syndical, la CGT, c'est que avec les copains de la CGT Fauvet-Girel Lille et en partie ceux d'Arras, on avait fait une étude sur l'ensemble du marché de l'industrie du fret ferroviaire mondial. Pour faire ça, on s'était emparé frauduleusement, on s'en est jamais vanté, mais on a bien bénéficié. Une fois où j'allais moi, à une réunion au siège de la direction à Paris, je vois dans le hall d'entrée, si tu veux, un bouquin pas très épais, épais comme ça, enfin un bon 2 cm d'épaisseur, tu vois, c'était justement une étude sur le marché ferroviaire mondial, tu vois. Quand la direction nous disait, ben là, on va être obligé de licencier, il n'y a pas de truc comme ça. Moi, je leur disais, ben comment ça se fait, ça? Il manque de wagons en ce moment en Allemagne, ils en manquent en Hongrie, ils en manquent en Israël. On a fait des wagons pour Israël comme ça. Ils en manquent au Brésil, on l'a fait pour le Brésil, comme ça. Et eux, ils ouvraient des grands yeux, ils disent, comment ça fait qu'il sait tout seul? Alors, quand ils m'ont posé la question, je dis, ben vous savez, la CGT, on est un grand syndicat, on sait s'informer. Point final, tu vois. Comme moi j'ai connu chez Fauvet-Girel, où toute l'usine débraye, on sort tous les drapeaux et on s'en va dans les rues de Lille, etc. Tout va manif et tout le truc. On se plante devant la préfecture, on se plante devant la direction départementale du travail. Mais lui arrivait toujours à recentrer, à mettre les vraies questions au centre des sujets.
Et évidemment, ça a entraîné des conflits verbaux, mais il a appelé à la grève, il a manifesté et organisé des mouvements sociaux au sein de l'entreprise qui ont fait qu'au niveau salaire et conditions de travail, on avait quand même une avancée par rapport à d'autres, quoi. On était reconnu une entreprise organisée et bien défendue. Michel, qui était un syndicaliste quand même très engagé, n'a pas éprouvé le besoin d'entrer au Parti communiste. Bon, je veux dire, et il y avait des confiances et une amitié, je veux dire, qui est à la limite beaucoup plus précieuse que l'adhésion formelle ou l'adhésion pas formelle au parti. Mon boulot de prêtre, c'était ça, rompre avec les clivages et s'apercevoir que du côté des non-chrétiens, du côté des communistes, tu as des gens ultra valables, qui sont des gens qui sont des artisans d'une humanité nouvelle, qui méritent vraiment le nom d'humanité. Ils sont en train de créer du changement social, ils sont en train de créer de l'humain, ils sont en train de créer de la solidarité, ils sont en train de créer de la combativité saine. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Alors j'ai commencé à travailler sur le wagonnage, donc comme soudeur. T'as l'espèce de revolver à la main, comme ça, t'as un fil qui sort dedans, avec un gaz autour, comme ça. J'ai travaillé à la tôlerie extérieure, j'ai travaillé à l'habillage, j'ai travaillé à la mise en place de la motorisation. Mais un maniaque dans le bon sens, c'est-à-dire organisation de son poste de travail, méticuleux, il y avait des casiers de rangement, il était très attentif à l'organisation, il était méticuleux. Onlar da bırakıyor o zaman 74'te onlar. Benim kızım dedi evlenmedi daha. Halbuki kızı terzi para kazanıyor, ona ihtiyacı yok. Ona rağmen kızı bekar diye hacca gitmedi. Düşünebiliyor musun? Au retour des congés, on voit tout un paquet de Turcs dans la cour de l'usine, toi qui étais là, puis dans les vestiaires. Ils avaient été recrutés sur essai professionnel à Istanbul, hein, comme soudeurs. Ça faisait 8 jours qu'ils étaient là et on les utilisait comme balayeurs et ramasse-copeaux. Donc ils se disaient, nous c'est pas le contrat ça. On n'est pas des balayeurs et des ramasse-copeaux, on est des soudeurs. Alors le secrétaire du syndicat, il dit, bah ça c'est des grands. Jusqu'à maintenant, les immigrés qui viennent, ils font tous profil bas, hein, et ils la ramènent pas. Et puis là, ceux-là, ça fait 8 jours qu'ils sont là, ils la ramènent déjà. Ces gars-là, faut en faire des syndiqués. Hein. Là, il dit, Michel, toi qui as de l'instruction, tu leur apprends à parler le français. Alors, je dis, c'est facile à dire. Onlar da bırakıyor o zaman 74'te onlarda şey oldu ya, darbe oldu ya. La CGT a négocié avec la direction que je dispose de 2 heures d'enseignement tous les 2 jours, l'après-midi. Donc les copains, ils arrêtaient le boulot à 3 heures, hein, et moi je les avais de 3 à 5. On rigolait bien, parce que nous, on arrivait à prononcer, mais tandis que le portugais, il n'arrivait pas à prononcer, on foutait leur gueule. Et ça finissait par dispute, parfois. Il venait chez Moussa, il venait chez Mehmet, il venait chez Inanj, il venait chez moi, il venait chez Chérif. On était à peu près 6-7 familles qui régulièrement visitaient par Michel. J'ai noué là des amitiés magnifiques avec ces gars-là, hein, qui sont toujours mes amis aujourd'hui d'ailleurs. Ça, je suis allé 4 fois en Turquie, je suis allé chez eux, hein, invité chez eux. Pourquoi ils s'intéressaient des immigrés? Parce que tous les amis à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils sont immigrés. Alors, ils rapprochaient une manière, peut-être aux immigrés, à travers cette épreuve de 12 amis de Michel, Jésus. Hein. Michel, il croyait en Jésus.
Il ne croyait pas Dieu, mais il croyait en Jésus. Il croyait aux paroles de Jésus, après moi. Mais les dieux, de toute façon, on n'en a jamais parlé de Dieu. On a parlé de Jésus. Il était un fou amoureux de Jésus. Siz de böyle koşmadınız mı efendiler? Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın efendiler. Vraiment, oui, on en a mis dans tout. Oui, Même mais ça- moi, j'en ai mis. Oui, mais ça, je m'en fous en plus. Voilà, il y en a assez là. Je n'ai pas fini encore. Hein. Bon, on le refera une prochaine fois. Voilà. Donc il y a des amis qui avaient dit on va acheter une tente et puis comme on avait déjà l'habitude d'avoir des comportements collectifs, on se la passera de l'un à l'autre. Jusqu'au jour où il y en a qui ont eu l'idée en disant pourquoi après tout on ne créerait pas notre camping. Et en cherchant du côté de la mer, ils ont trouvé ce moulin qui était en ruine, là où nous sommes aujourd'hui, le moulin de Ponche. Alors au départ, c'était uniquement les gens d'Elem, de la rue, du quartier, etc., uniquement de ceux-là, quoi. Alors comme on était un camp associatif, créé par la commune libre Jean Bart, non commercial, donc le droit à aucune publicité. Donc c'était le bouche à oreille qui fonctionnait, donc dans les entreprises, le quartier, les associations, etc. Puis petit à petit, par parenté, ça c'est sûr, il y en a qui avaient de la parenté dans les mines, donc il y a des gens des mines qui sont venus, et puis d'autres qui avaient de la parenté à Roubaix, Tourcoing, il y a des gens de Roubaix, Tourcoing qui sont venus, et puis d'autres endroits comme ça. Après ça, il y en a qui venaient du Dunkerquois, et encore aujourd'hui, on a tout ce mélange-là de gens qui viennent des mines, du Dunkerquois, Lille, Roubaix, Tourcoing, et même la Belgique, puisqu'il y a de la parenté en Belgique. Jacques, il a accompagné ça, il l'a accompagné d'autant plus volontiers qu'il disait, comme Rome a fait la bêtise de nous interdire, pratiquement dans les faits, de fréquenter la classe ouvrière dans les usines, la classe ouvrière, je vais la rencontrer dans les campings. Attends, il a encore une boule à jouer. Attends, reculez-vous. Retirez les... C'est à nous deux. Donc moi, je suis allé prendre quelques loisirs ailleurs. Hein. Donc comme je m'étais acheté une planche à voile, je voulais découvrir la planche à voile, je suis allé faire de la planche à voile. Alors voilà, donc les copains m'ont interpellé plusieurs fois en disant « Michel, tu as choisi la condition ouvrière, il n'y a pas d'ouvriers qui font de la planche à voile. » Alors une année, j'avais fait de l'alpinisme. « Michel, tu as beaucoup de copains de boulot qui font de l'alpinisme. » Il dit « Non, je ne l'ai pas. Hein. » Alors ils disent « Michel, tu as choisi la condition ouvrière, reste dans la condition ouvrière. Hein. » Bon, j'enregistrais la leçon, elle était pertinente, quoi. Hein. Elle était pertinente. Bon, mais ça venait d'un besoin irrépressible d'aller tâcher autre chose et de vivre avec mon corps. Tout simplement parce que, bon, comme j'ai passé une dizaine d'années de ma vie bloqué par la tuberculose, j'avais une fringale de bouger avec mon corps et de vivre avec mon corps. Donc, et alors, quand on fait de l'alpinisme, on arrive là en haut à 4000 mètres d'altitude, on voit des tas de sommets autour de soi, on a l'impression qu'on est arrivé au ciel, quoi. C'est extraordinaire. À l'usine, c'était tout le temps l'humiliation, la non-reconnaissance de la valeur professionnelle, l'exploitation, faut appeler les choses par leur nom, l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Là, tout d'un coup, la possibilité de redevenir un homme dans toute la noblesse humaine, y compris en étant capable d'aller jusqu'à plus de 4000 mètres. Le plus gros sommet que j'ai fait, c'était le pilier nord des Écrins, 4100 mètres. C'était un prêtre, et ce qui est étonnant, qui avait une grande notion du corps. Enfin, le corps n'était pas étranger, il n'avait pas exclu le corps parce que il avait son engagement de prêtre. Au contraire, enfin, rien que le fait d'aller dans des saunas,
il aimait les femmes, il aimait le corps des femmes, il le disait. Donc ça, c'est aussi la preuve de quelqu'un qui sait vivre et il appréciait les plaisirs de la vie. Donc moi, je suis la petite nièce de Michel et aujourd'hui, je travaille à la mairie et je suis directrice à la mairie de Nantes et je suis directrice de la mission égalité. Donc je m'occupe des Roms, des gens du voyage, des personnes en situation de handicap, de l'égalité femmes-hommes, de toute la lutte contre les discriminations. Michel, il aurait pas aimé que ça devienne une icône et même pour ma génération, je pense que il a aucune vocation à être une icône. Et du coup, c'est savoir comment aujourd'hui on peut transmettre ou on peut faire vivre cette énorme richesse sans se dire c'est Michel ci, c'est Michel ça. Moi, je me demandais souvent est-ce qu'il a des regrets ? Et en fait, je pense que même s'il en avait, il y avait énormément de choses qu'il avait fait et qu'il ne pouvait pas regretter d'avoir fait. Donc, forcément, on laisse toujours des choses à côté du chemin, mais je crois que c'était la meilleure voie qu'il ait prise. La vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Excellente question. Tu es déjà dans la vie éternelle. À partir du moment où tu es entré dans la vie, si tu veux, hein, la vie c'est quelque chose la vie biologique, elle a un terme. Hein. On sait tous qu'elle a un terme, puis que la vie biologique, elle s'arrête. Hein. Mais je dirais, moi, la vie, on sait qu'elle a d'autres manières de se perpétuer. On le voit bien au niveau de la vie intellectuelle, on le voit bien au niveau de la vie des idées, on le voit bien au niveau des héritages historiques, etc. Il y a des tas de choses comme ça. Je parlais tout à l'heure, moi je me comprends comme héritier de la Révolution française, comme héritier de la Commune, etc. Donc on voit bien qu'il y a des sources de vie, des sources vitales, comme ça, qui à un moment donné sont apparues dans l'histoire, hein, qui continuent leur œuvre, alors même que les premiers acteurs ne sont plus là. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de la vie qui continue. Donc pour moi, la vie éternelle, c'est ça. C'est que si je sème quelque chose avec ma manière d'être, etc., j'espère que dans les quelque chose valable que j'ai pu faire, si tu veux, que c'est quelque chose valable que j'ai pu faire est enrichi ce qu'il faut mettre derrière le mot vie avec un grand V, tu vois. Hein, de façon à ce que, effectivement, ça ne disparaisse pas avec mon existence biologique, hein, mais que quelque chose de cela, hein, puisse continuer d'avoir sa trace dans le devenir de l'humanité. Et dans ce sens-là, j'aurais été moi-même un maillon, infime, mais un maillon, je l'espère, vers l'émergence d'une humanité qui mérite vraiment le nom d'humanité, parce que ce sera devenu une humanité fraternelle à tous, sans rejet d'aucun, etc. Donc, j'espère que je suis un maillon et un artisan de cela, etc. Et dans la mesure où j'aurais été un maillon et un artisan de cela, hein, dans cette mesure-là, je suis entré dans l'éternité.